Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Il y a une vingtaine d'années, la Californie et le Canada amorçaient une réflexion sur la légalisation de la marijuana à des fins médicales. Des deux côtés, on l'a autorisée depuis, mais de façon bien différente. En Californie, il est très facile d'obtenir d'un médecin l'autorisation de cultiver 99 plants de Marie. Sinon, on peut facilement en trouver dans 900 boutiques qui en vendent aussi sous forme de boissons, de gâteaux ou de bonbons. Vous allez rencontrer un Québécois, Félix, qui en cultive là-bas et qui semble bien prospère. Au Canada, c'est une toute autre histoire. 12 000 personnes ont été autorisées à posséder de la marijuana à des fins médicales, mais ils doivent se soumettre d'abord à une procédure complexe, si bien que plusieurs s'en procurent illégalement pour combattre la douleur. C'est un sujet bien d'actualité. Voici donc l'autre Marie, l'usage thérapeutique de la marijuana de Patrick Bilodeau. Je m'appelle Patrick et j'ai 23 ans. Je fais partie de la tranche de la population la plus propice à consommer du cannabis. Je suis le consommateur type. Comme près de 50% des Canadiens, j'ai effectivement consommé du cannabis à un moment de ma vie. Pourtant, je l'ai toujours consommé à l'abri des regards. Parce qu'on le sait bien, même si on l'utilise depuis des milliers d'années, cette fameuse plante ne manque pas de créer la controverse. Cette Marie, on la connaît bien. Mais il y a aussi l'autre Marie. Celle qui soulage de plus en plus de malades, au Canada comme à travers le monde. Cette Marie-là, je la connaissais moins. Des amis impliqués dans la production de cannabis médical en Californie m'ont invité à aller rencontrer des patients américains. Plus j'entendais leurs histoires, plus je comprenais que pour ces malades, ce débat est beaucoup plus qu'un débat de société. Et ce n'est pas différent au Canada, où des milliers de malades trouvent dans cette substance un soulagement à leurs maux. Michael est l'un de ces patients. Il utilise le cannabis depuis plus de 30 ans pour soulager la douleur chronique causée par sa maladie. Pour traiter le raidissement constant de sa colonne vertébrale, il doit prendre chaque jour plusieurs médicaments aux effets secondaires très lourds. Je suis un patient de douleur chronique pour ma vie au complet. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 12 ans avec une condition qui s'appelle la spondylite ankylosante. C'est une dégénération de la colonne au complet. Pour moi, ça change complètement le décor de la journée. Hein. Ça peut être complètement dégueulasse dehors. En dedans, c'est des rayons de soleil. J'ai pas des effets secondaires néfastes des médicaments qu'il faut que je prends. Ça me donne un appétit. Si j'ai pas le cannabis, moi, j'ai ma tête dans le bol la journée longue. J'ai rencontré le Dr Mark Ware qui, depuis près de 10 ans, mène des recherches sur l'utilisation thérapeutique du cannabis. Il est une figure de proue dans le domaine. Moi, je travaille exclusivement sur la douleur, particulièrement la douleur chronique à ce moment. Ici, à notre clinique, nous avons une équipe multidisciplinaire qui sont occupés du traitement de ces patients. C'est des patients qui souffrent des sévères problèmes de sclérose en plaques, de blessures de la moelle épinière, de sévères neuropathies, de sévères problèmes musculo-squelettiques. Ça, c'est quand la question a commencé, c'est vraiment les patients qui avaient posé la question premièrement. Il y a, comme vous savez, une bonne histoire de l'usage de cannabis pendant 1000, 2000 ans, 2000 années, que c'est bien connu que la plante est utilisée, mais c'est juste récemment qu'on comprend que les ingrédients du cannabis, les cannabinoïdes, les ingrédients médicinaux qui peuvent être utilisés pour la douleur chronique. Le Dr Ware m'a expliqué que chacun de nous produit dans son corps des substances cannabinoïdes. Ces sécrétions serviraient à balancer le système moteur, l'appétit et l'humeur.
Quand une personne consomme du cannabis, le système est débalancé. Et c'est ce qui crée les effets d'euphorie, d'appétit et de réduction de la douleur. Après quelques années de pression et de débats, un programme gouvernemental d'accès à la marijuana s'est mis en place au Canada en 2001. Il a été instauré par l'ex-ministre de la Santé, Alan Rock. Nous avons décidé de fournir ce service-là parce que il y avait une demande pour un accès légal et constant et sécuritaire et de haute qualité par rapport à la marijuana pour des fins médicales. La demande continue à grandir assez rapidement. Aux dernières nouvelles, on a au-dessus de 12 000 personnes au Canada qui sont autorisées à posséder la marijuana pour leurs fins médicales. Ces 12 000 patients sont autorisés par Santé Canada à posséder une certaine quantité de cannabis en fonction de la recommandation de leur médecin. Comme l'autorisation gouvernementale est difficile d'accès, on estime qu'environ 30 fois plus de patients utilisent le cannabis de façon thérapeutique, sans avoir l'autorisation gouvernementale. Ces patients cultivent illégalement la plante ou s'approvisionnent dans l'un des 25 centres offrant du cannabis médical au Canada. Les patients arrivent et, rendus au bureau ici, ils présentent leur carte de membre. Ces clubs compassion ont la particularité d'émettre leur propre diagnostic, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement posséder une autorisation de Santé Canada pour accéder au cannabis médical. Il faut par contre rencontrer certaines conditions émises par les clubs. C'est cette particularité qui les rend si flous sur le plan légal. Quand j'ai vu ce qui se faisait à Vancouver et que ça faisait déjà quelques années qu'il y avait un club compassion là-bas, je trouvais que c'est important qu'il y ait quelque chose semblable à Montréal. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être fait maintenant. C'est une chose parler de légaliser la marijuana, mais quand il s'agit de cannabis médical, c'est non seulement d'en parler, ça méritait une action, un geste de désobéissance civile, parce que ces gens-là, ils peuvent pas attendre 5-10 ans que le gouvernement se réveille ou d'aller en cours. Eux, des gens qui sont en train de mourir du cancer, là, parlent pas de se battre en cours pendant 5 ans. Là, eux autres, c'est les 5 prochaines semaines qui les préoccupent. Et c'est donc la décision qui a été prise à ce moment-là de faire un exercice comme ça à Montréal. Le problème au Québec et au Canada, même pour l'accès au cannabis médical, c'est qu'il existe un programme du gouvernement fédéral, qui est le règlement d'accès à la marijuana médicale. Et ça demande qu'un médecin signe et qu'il recommande formellement l'usage du cannabis. Mais ce qui arrive au Québec aussi, plus même que dans le reste du Canada, les médecins ne veulent pas signer pour le permis du gouvernement. Ils ne veulent pas recommander. Ils ont une peur bleue. Le Collège des médecins leur a dit, si votre patient éprouve un problème suite à l'usage de cannabis médical que vous auriez recommandé, nous, on ne fera rien pour vous aider. Et ça leur refroidit les médecins. Donc, ils sont très rares. Et ça prend un patient qui est un peu plus militant, qui va éduquer son médecin et qui va avoir une bonne relation. Donc, il y en a, mais il y en a très peu. Au Québec, on a moins de médecins qui signent. Il y a moins de médecins qui savent même qu'il y a un programme qui existe. Pour moi, ça a été le cas. Le premier médecin qui a signé pour moi, ça a pris 7 ans d'éducation. J'ai éduqué mon médecin sur le cannabis médical puis mon usage. Jamais nié à aucun professionnel de la santé de mon usage de cannabis médical. Je suis légal depuis longtemps, donc il y a 3 choix pour avoir du cannabis. C'est Santé Canada qui le fournissent, puis on le fait nous-mêmes ou on le fait par une personne désignée. Faut qu'on le trouve auparavant, ça. Après qu'on a tout ça, on envoie ça à Santé Canada, puis on attend. On attend. Moi, j'ai attendu la première fois 8 mois. Cette année, j'ai attendu 6 mois. C'est pas facile. Je connais beaucoup de patients qui l'ont même dit « Non, c'est trop de stress. On le fait chez nous. On ne dit à personne. » Les compagnies pharmaceutiques ne sont également pas de grands partisans de la plante. Pour lui faire concurrence, elles ont concocté des substances chimiques à base de THC, l'ingrédient actif du cannabis. Dans le système actuel, le marinol, le sativex et le sésamet se doivent d'être essayés avant la plante. C'est une approche pour faciliter un patient qui trouve que les autres approches pour la douleur typiques qui sont essayées et qui ne peuvent pas fonctionner ou pas tolérées
que les autres cannabinoïdes synthétiques ou prescribables sont essayés ou considérés et n'ont pas fonctionné. C'est important de comprendre que ce n'est pas une prescription. Les médecins canadiens ne peuvent pas prescrire de plantes cannabis. On peut autoriser un patient de posséder le mari, mais on ne peut pas prescrire parce que ce n'est pas approuvé comme une drogue comme le Marinol, comme le Sesamètre, comme le Sativex, les autres trois. C'est important de séparer les deux, mais c'est la quatrième approche légale, c'est d'avoir cette autorisation. Pourquoi une substance venant en aide à de nombreux patients peut-elle être aussi difficile d'accès? Après tout, aucun autre médicament ou plante médicinale ne subit le même sort. Le cannabis est la seule substance médicale qui doit absolument être utilisée en dernier recours. Évidemment, c'est parce qu'elle porte depuis 1923 le statut de drogue illicite. On remet constamment ce statut en question, mais les changements sont très rares. Le rapport sur les drogues illicites concocté en 2001 par le sénateur Pierre-Claude Nolin est un document phare en la matière. 10 ans après sa parution, on peut facilement constater que ses conclusions n'ont pas été suivies. Le Sénat nous a mandaté un groupe de 5 sénateurs, mandaté d'examiner les politiques publiques canadiennes en matière de cannabis, à la lumière de l'environnement international sur le contrôle des substances psychoactives et à la lumière des recherches disponibles, la connaissance scientifique disponible. Quand on examine la réflexion dans plusieurs pays sur les politiques publiques en matière de substances psychoactives, on arrive à peu près partout, même aux États-Unis, à la conclusion que le système actuel ne fonctionne pas. Et à preuve, c'est que les taux de consommation au Canada, comme à l'étranger, ont fléchi dans certains cas et dans d'autres cas, comme au Canada, ont augmenté en même temps qu'on augmentait les peines. Alors, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune corrélation entre un interdit pénal et l'objectif qui est de réduire à la fois l'offre, donc en réprimant les trafics, puis en réduisant la demande, donc en tentant d'empêcher les gens d'en acheter. Dans les deux cas, ça ne fonctionne pas. Je suis allé voir en Californie qui, depuis 1995, autorise aussi l'utilisation médicale du cannabis. J'ai découvert un système fort différent du nôtre. La principale différence repose sur la chaîne d'accès à la substance. Au Canada, il faut d'abord passer par le médecin, puis par le gouvernement et finalement par la police. En Californie, le gouvernement et les services policiers ne s'en mêlent pas. C'est le médecin qui possède l'unique pouvoir de donner l'autorisation de posséder la substance. J'ai rencontré Scott Rosenfeld, un consultant légal qui œuvre exclusivement dans le domaine du cannabis médical. Est-ce qu'il est difficile d'obtenir une recommandation médicale? Non, pas du tout. La plupart des patients sont probablement des usagers récréatifs et prétendent que c'est pour un usage médical. C'est facile de s'en procurer. Il suffit d'avoir la recommandation du médecin. En plus, c'est un milieu de plus en plus compétitif. Avant, on payait jusqu'à 100 ou 150 $ pour une recommandation, mais de nos jours, certains médecins le font pour seulement 40 ou 50 $. En un après-midi, vous pouvez aller chercher votre recommandation chez le médecin et tout de suite traverser la rue pour acheter votre cannabis médical. C'est très facile. J'ai voulu tenter l'expérience pour voir si l'obtention d'une recommandation était si facile à décrocher. Après quelques minutes de discussion avec un médecin et 150 $, j'ai obtenu l'autorisation de cultiver 99 plants en Californie. Une fois la recommandation obtenue, on peut choisir de cultiver ses propres plants ou de se présenter dans l'un des milliers de dispensaires californiens. À Los Angeles seulement, il y en a plus de 900. Certaines personnes croient que c'est légal ici.
Mais en pratique, ça ne l'est pas. Il faut être un patient de cannabis thérapeutique pour avoir le droit de posséder, de consommer ou de cultiver de la marijuana. Ça veut dire qu'il faut que le cannabis médical soit recommandé verbalement ou par écrit par un médecin. C'est votre première fois ici? Oui. Bienvenue, je suis Daniel. Enchantée, Daniel, je suis Victoria. Voici notre tableau. À gauche, il y a le cannabis de variété indica. Ce sont des médicaments pour la nuit. Ils agissent comme des calmants et comme sédatifs. Ce sont aussi des produits qui sont bons pour la douleur, pour favoriser le sommeil et pour l'anxiété. En haut à droite, il y a le cannabis sativa. Les hybrides sont en vert. C'est 50-50. Le cannabis sativa, c'est un stimulant pour ceux qui souffrent de dépression, qui n'arrivent pas à se lever le matin, ou pour ceux qui ont besoin d'énergie. C'est excellent aussi pour ceux qui s'entraînent, qui font des études, qui doivent se concentrer. Ils sont très bons. Beaucoup de nos patients sont aussi nos fournisseurs. Alors vous savez ce qu'ils veulent. Exactement. C'est fait par vous, pour vous. On a aussi de la nourriture. C'est pratique pour ceux qui ne peuvent pas fumer ou qui ont mal à la gorge. Il y a aussi beaucoup de patients qui ne veulent pas fumer. Pour ces gens-là, on offre plusieurs sortes de boissons, de barres de chocolat et des gâteaux. Chocolate bars. We also have brownies. Ces dispensaires offrent toutes sortes de produits. Des produits cuisinés, comme les fameux brownies, des biscuits, mais aussi des produits moins communs, comme des bières, des sodas, des friandises, des beurres. Bref, il y en a pour tous les goûts. Dans le bas du menu, ce sont nos concentrés. Ce sont des extraits de la fleur qui ont été condensés sous forme d'huile ou de liquide. C'est très, très fort. C'est ce qu'on utilise habituellement pour recouvrir les médicaments. Mais il faut utiliser en petite quantité. Pour les douleurs très sévères? Exactement. C'est très bon, surtout pour les patients atteints du cancer. Victoria, qui nous a aidés à visiter ce dispensaire, possède et gère elle-même un collectif dans la région de Los Angeles. Ancienne infirmière et ambulancière, sa perception du cannabis et de la médecine s'est transformée après qu'elle soit tombée grandement malade. Thank you so much. You're welcome. I really do appreciate You have a good You've been day. a great help, okay? Thank you. You're welcome. Je suis dans l'industrie du cannabis médical depuis 2007. J'étais très malade, alors j'ai décidé d'en apprendre plus sur le sujet. J'ai fait des recherches et j'ai consulté des médecins. J'ai découvert qu'il y a une école qui donne des cours sur le sujet. Alors j'ai suivi une formation sur le cannabis médicinal et j'ai poussé mes démarches encore plus loin. Mon premier diagnostic était le lupus disséminé et ensuite le clostridium difficile. Malheureusement, le lupus disséminé est une maladie incurable. J'étais très malade et j'ai subi une chimiothérapie. J'étais en état de choc et je perdais mes cheveux. Je ne pouvais rien avaler et je ne sortais plus du lit. Alors ils ont dû m'introduire une pompe à morphine. À l'époque, j'étais infirmière et je sentais bien que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas sain pour mon corps. Alors j'ai décidé de couper les médicaments peu à peu. Quand j'ai finalement tout arrêté, on m'a parlé du chanvre. J'ai commencé à utiliser du lait de chanvre, des graines de chanvre et de la farine de chanvre. Ensuite, j'ai compris que le chanvre, c'est du cannabis et qu'avec le cannabis, je me sentais mieux. Ça m'aidait à me lever le matin. Je pouvais manger, arrêter de prendre les médicaments et jouer avec ma fille. J'ai pu retrouver ma vie sociale. Je suis même retournée au travail et j'ai varié mes activités. J'ai eu l'idée du collectif un jour où j'essayais de me procurer mes médicaments. J'avais de la difficulté à en trouver. Je suis une mère responsable d'un enfant de 5 ans. Je ne devrais pas avoir à acheter mes médicaments dans la rue. Ce n'est ni convenable ni sécuritaire. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont ce besoin. Je me disais, il doit bien y avoir une alternative. J'ai fait des recherches et j'ai formé un collectif. C'est ma petite entreprise. On ne devrait plus avoir besoin d'acheter notre médication dans la rue. C'est à la pharmacie qu'on devrait les acheter. De toute ma vie, je n'ai jamais pensé qu'un jour je vendrais de la marijuana et que je défendrais la cause.
Ce n'est pas un désir, c'est un besoin. J'ai besoin de ce traitement pour guérir mon corps. L'Alternative Healing Center, le centre de traitement alternatif, est un organisme à but non lucratif qui compte 5 employés, qui ont tous été formés à l'Oxfordham University d'Oakland, une école qui enseigne les différents métiers du cannabis. Il n'y avait pas de façon sécuritaire de s'en procurer dans notre ville. L'endroit le plus près était environ à 1 heure de route. Mais la plupart des patients étaient alités ou ne pouvaient pas se déplacer par eux-mêmes. Donc, faire 1 heure de route, c'était impossible pour eux. Nous essayons le plus possible d'être en règle, de rester loin des jeunes usagers récréatifs, et nous visons plutôt ceux qui sont sévèrement touchés par la maladie, comme ceux qui sont en phase terminale. C'est notre but. Avec ses 300 membres, le collectif de Victoria est plutôt modeste. Les patients doivent respecter 2 règles. Posséder une recommandation médicale et ne pas acheter plus d'1 once de cannabis par jour, soit 28 grammes. Si le collectif est petit, c'est que les lois de leur comté les empêchent d'avoir pignon sur rue. Pour continuer à exister, ils sont donc forcés à opérer par livraison à domicile. Chaque jour de la semaine, une quinzaine de livraisons sont effectuées. There you go, man. Thank you. Have a good day. Oh yeah, you too, man. Il y a 15 ans, j'ai appris que j'étais atteint du VIH. Avant la maladie, je consommais la marijuana à des fins récréatives. Plus mes traitements pour le VIH avançaient, plus c'était difficile à supporter. Certains médicaments que je devais prendre étaient très forts. Il m'a fallu du temps pour m'y habituer. La marijuana a pour effet d'apaiser mon estomac et de faire disparaître mes nausées. En fait, ça m'aide à tolérer tous les effets secondaires de la médication. Je dois prendre 12 médicaments différents. C'est beaucoup de pilules à avaler chaque jour. Grâce à la marijuana, je n'ai pas l'air malade, comme la plupart de ceux qui souffrent du VIH ou du sida. Ça m'aide à garder mon appétit et donc à mieux manger. J'ai une bien meilleure alimentation. Ma maladie ne disparaîtra jamais. Mais je sais que je peux compter sur le cannabis médical pour m'aider à prolonger ma vie. La livraison à domicile est risquée. En légalisant le cannabis médical, la Californie a permis à chacun de ses comtés de mettre leurs propres lois. Pour livrer la substance aux patients en toute légalité, il faut donc bien connaître la réglementation de chacun des comtés qui seront traversés. Quand je suis arrivé en Californie il y a 5 ans, je n'avais que 6 globules blancs. Je suis atteint du sida. Et maintenant, 5 ans plus tard, j'en ai plus de 700. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un miracle. J'ai toujours un cancer et je souffre d'arthrose et de neuropathie périphérique. Bientôt, je serai encore opéré à cause du cancer du rectum. Malheureusement, c'est incurable. Je dois me faire opérer à tous les 2 ou 3 ans. En ce moment, je ne suis pas très joyeux parce que je sais que je serai encore opéré d'ici 30 à 60 jours. Sans le cannabis, je pleurerais tout le temps et je serais malheureux. Je crois que la façon la plus simple d'expliquer l'usage médical de la marijuana est la suivante. Soit on laisse les malades vivre dans la souffrance jusqu'à leur mort, soit on les laisse profiter pleinement de leur vie. Ça me permet de manger. Je pesais 175 livres quand je suis arrivé ici et maintenant je pèse près de 230 livres. Ça me permet de rester en santé et de faire les choses que je ne pouvais plus faire avant. Auparavant, on faisait tout notre possible pour obtenir le traitement. On devait se rendre dans des lieux dangereux. Ce ne sont pas des endroits où on se sent en sécurité la nuit. Quand on a entendu parler de ce programme, on a accepté tout de suite pour des raisons de sécurité. Je suis heureux quand je me lève le matin, parce que je sais qu'il y a quelqu'un comme Georges qui est là pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est l'appeler. Et mon traitement est livré à la maison.
C'est parfait. Do you have any concentrates today? No, not today. We're still waiting on that. So then I'll have a brownie and I'll just give you 120. How's that? All right. How is it? It tastes good. Des distributeurs de cannabis médical existent aussi au Canada, mais ils sont beaucoup plus controversés. Depuis leur apparition, les clubs Compassion du Québec sont aux prises avec des problèmes légaux qui s'enchaînent les uns après les autres. En juin 2010, il y a une perquisition ici. Il y avait 5 dispensaires dans la province du Québec et ils ont tous été fermés la même journée. Nous, ça faisait quand même au-dessus de 10 ans qu'on était ici. On en avait ouvert un à Québec, ça faisait peut-être quelques années. Et ça n'a jamais été vu ailleurs au Canada. Ils ont perquisitionné 5 endroits simultanément. Et maintenant, on est devant les tribunaux. On fait face à des accusations de trafic, complot, possession dans le but de trafic, ce qui est quand même des accusations assez graves. La peine maximale, selon la loi, c'est la prison à perpétuité. Donc, on prend ça très au sérieux. Et en même temps, c'est sûr que devant les tribunaux, c'est le forum pour débattre de cette chose-là. C'est pas à la police de décider, eux sont corrects, eux sont pas corrects. Mais c'est malheureux pour tous les gens malades qui sont un peu pris entre tout ça et qui, depuis ce temps-là, ils sont repoussés à la rue. C'était très dur pour eux. Mais le lendemain que les 5 clubs fermés, minimalement 35 000 patients sont dans la rue le lendemain matin à chercher du cannabis. C'est nous autres, les patients, qui sont perdants dans une situation comme ça. Donc, j'ai ouvert ma propre dispensaire de cannabis médical pour les patients. Moi, une personne malade, j'ai ouvert ma propre club pour fournir des patients malades comme moi, ou encore plus malades que moi. Ça, c'est légal? Oui. Légal. Zone grise. Ce que je fais payer le patient, c'est 1 à 4 $ le gramme. Heureusement pour lui, Michael ne dépendait pas de l'approvisionnement des clubs Compassion. Il a son propre jardinier. Et il est chanceux, parce que comme ces jardiniers doivent travailler bénévolement, ils sont très rares. Moi, je fais pousser du cannabis, ça doit faire une dizaine d'années. À l'intérieur, ça fait 6 ans. Puis médicalement, légalement, ça fait 2 ans. Mais en ce moment, je suis plus que légal. J'ai le droit à 170 plantes, 171 plantes. Puis je pense que j'en ai 27. Fait que je fournis pas. J'ai quand même ma maison, j'ai plein de choses à faire. Puis je le fais pour une bonne cause, mais en même temps, j'ai une job, tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Avec les dépenses d'équipement, d'électricité et d'engrais, le jardinier de Michael a de la difficulté à entrer dans son budget. Les cultivateurs de cannabis médical doivent investir beaucoup de temps et d'argent et faire face à un stress constant. Car même s'ils sont légaux, il y a toujours un risque de vol, de saisie policière si les installations ne sont pas conformes, sans parler des risques d'incendie ou de dégâts d'eau causés par les plantations qui ne sont pas couverts par les assurances. Dans le fond, un setup comme ça, pour quelqu'un qui fait pas du médical puis qui fait pousser la bonne génétique, il va aller chercher 60 000 $ d'une année, 2 doigts dans le nez. C'est sûr et certain. Si tu as l'intention de le faire, si tu as l'intention de faire de l'argent puis le vendre sur le marché noir, disons, va pas te chercher une licence. Parce que pourquoi tu ferais ça? Tu sais faire pousser du pot, le goût de faire de l'argent en faisant pousser du pot, c'est le choix que tu as fait. Fais-le. Mais va pas gosser avec le permis d'un autre qui... C'est pas sa santé qui en dépend, mais pratiquement, là. Fait que c'est un choix que tu as à faire. Puis moi, c'est pour ça que je pense que le monde qui s'en va dans le médical, après ça, ils ont fait une croix là-dessus. Ils ont décidé de pas faire d'argent avec ça, puis de peut-être en faire un peu si le gars il décide d'y en donner, puis juste de continuer ta passion parce que t'aimes ça. Il y a moyen d'aimer ça aussi, c'est le fun. Mais c'est sûr et certain que ça peut être tentant de vendre pour... C'est sûr. C'est sûr. C'est le choix que tu fais.
De façon très américaine, le cannabis médical est devenu une industrie énorme en Californie. Les médecins vendent les prescriptions, les cultivateurs et les revendeurs n'ont aucune restriction quant au prix de vente, qui est donc régi selon l'offre et la demande. Depuis les dernières années, la culture du cannabis médical est devenue la plus importante et lucrative de Californie, plus que la culture du maïs, des fruits et du vin. On estime qu'elle génère près de 14 milliards de dollars chaque année. Ça peut être très très lucratif, mais on doit suivre les lois de la Californie. On suggère souvent de créer une entreprise à but non lucratif. Par contre, la loi limite les salaires de ces organismes à 50 000 $ par année. Évidemment, on peut contourner le problème. On peut facilement cumuler les postes au sein de la compagnie, donc cumuler les salaires. On peut aussi créer une fondation pour y investir les actifs. Vous voulez savoir quelle ampleur a ce système? C'est gigantesque. On peut dire que c'est la plus grande culture commerciale aux États-Unis. Je pense que ça l'était aussi avant qu'il y ait des États qui légalisent le cannabis médical. En comptant les dispensaires et les cultivateurs, ça représente des milliards de dollars. Beaucoup de personnes s'en sortent très bien et font énormément d'argent en travaillant dans ce domaine. Et ça comprend les services de livraison et tous les produits dérivés. J'ai rencontré une dame l'autre jour qui gagne, c'était 30 000 $, je crois, toutes les 2 semaines ou au moins tous les mois. Tout ça parce qu'elle possède une petite entreprise d'alimentation qui fournit 2 grands dispensaires dans une ville plus au nord. C'est une nouvelle économie et une toute nouvelle industrie. Ça, c'est certain. C'est dans le nord de la Californie que se déroule la très grande partie de la culture. Le petit village d'Ayfork a connu une crise économique importante dans les années 80-90. Comme dans beaucoup de villages nord-américains, les pressions écologiques ont fait sombrer l'industrie de la foresterie sur laquelle il s'appuyait. L'économie locale a chuté. Aujourd'hui, le village revit en s'appuyant sur le marché du cannabis médical. Ici, il y a maintenant des gens de partout sur la planète. On y trouve même des Québécois. Installé ici depuis 3 ans, Félix gère une ferme québécoise en sol californien. Et c'est l'une des plus prolifiques du comté. On a un petit bud de Jack Herrera. Cette année, on a décidé de faire des plantes énormes comme ça. Donc, on va être un nombre, genre 10 personnes qui travaillent tout le temps, dans le fond, à récolter, puis à trimer, puis à rendre ces buds-là vraiment beaux, prêts pour la vente. Les années avant, on faisait genre 150 livres à peu près qu'on pensait avoir dans notre jardin. Puis cette année, ça va faire 400 à 600 livres total. 500 livres de cannabis représentent près de 500 000 joints, d'une valeur marchande pouvant approcher les 3 millions de dollars. Les lois californiennes fournissent uniquement des limites en termes de nombre de plantes, et non pas en termes de quantité récoltée. Avec leur connaissance et le climat idéal de la région, les cultivateurs ont réussi à amener leurs plantes à fournir des quantités énormes de cannabis, ce qui leur a permis de multiplier leurs profits tout en restant conformes aux lois. Chaque plante représente 5 livres. Ou plus. Fait que chaque plante qu'on a peut représenter jusqu'à de 10 à 15 000 $. Donc, on en prend soin. Il y a une branche qui casse. On est là, genre, oh, fuck. On regarde cette branche-là, tu sais. Chaque fleur est importante, tu sais. Pour obtenir une plante mature, il faut compter environ 3 mois de production. Ensuite, 3 autres mois sont nécessaires à rendre la plante prête à se retrouver sur le marché. Ce que ça représente, le 400 livres en tant que production, qu'est-ce que ça représente monétairement si tu le vends tout à 2000 $ à livre, ça peut approcher du million. C'est pas nécessairement ça notre objectif, mais on fait pousser du pot, on est bon à le faire pousser. Puis, genre, on réalise que si on travaille vraiment fort, on est capable d'en produire en masse. On est dans un moment où tu peux profiter de l'occasion, puis de faire tout cet argent-là, c'est le bonus qui vient, c'est
c'est le petit gâteau à la fin, là. Les cultivateurs ne sont pas les seuls à profiter de cette industrie. Jason Ruff, natif du village, a quitté à l'adolescence et ne pensait jamais y revenir. C'est une nouvelle industrie. J'ai bâti mon entreprise il y a environ 1 mois et on vend déjà beaucoup plus qu'on pensait. Ça va bien. Ça va très, très bien. La clientèle est diversifiée. Cette nouvelle industrie attire toutes sortes de gens, des personnes fascinantes. C'est cette clientèle qui crée la richesse dans notre communauté. Ça signifie plus de revenus pour les cafés, pour les magasins de produits de jardinage et, de façon plus générale, pour les commerces de détail locaux. C'est une bonne chose. La jeune génération du village ne connaîtra pas le même sort que leurs parents. Une industrie florissante fait partie de leur environnement et ils comptent bien en profiter. En grandissant ici, on n'a pas eu une éducation standard. Pas avec tout ce qu'on a vu. Ici, on ne fait pas pousser que des légumes et des fruits. On a été influencés. Tout le monde cultive ici. Il y en a qui cultivent pour manger, d'autres pour fumer, et d'autres pour faire de l'argent. C'est une grosse machine. Toi, pourquoi tu cultives? Pour l'argent et pour ma consommation personnelle. Je fume beaucoup de pot. Ici, c'est facile de se trouver un petit travail d'entretien. T'aides à faire pousser du pot, c'est facile. Je connais des gens qui font jusqu'à 500 000 $ si la récolte est bonne. Et ils vivent avec ça jusqu'à l'année suivante. Ils ont besoin aussi de livreurs pour les longues distances. Donc, il n'y a pas que du travail au noir. Il y a aussi du travail légal. C'est pas juste comme un petit travail à temps partiel. Après avoir cultivé, tu peux facilement te faire un 100 $ pour chaque livre que tu vends. Ici, c'est comme un travail normal. Il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Voulez-vous voir combien je fume par jour? Ouais? Je sais pas. Pensez-vous que c'est à peu près ça qu'on fume à tous les jours? Probablement plus que ça. C'est typique de la Californie, on fume beaucoup de joints, matin, midi et soir. Il y a toujours 10 joints qui se promènent autour. C'est notre façon de vivre. C'est ce qu'on fait entre amis. On ne peut pas allumer un joint devant l'école ou le magasin. Mais on le fait pareil. Oui, s'il y a personne aux alentours. Après 8 heures. Oui, on le fait, mais je n'irai pas montrer ma médecine à tout le monde. Je fume pour des raisons médicales, et je pense que tant que ça reste positif et discret, ça ne pose pas de problème. Les cultivateurs de la région sont très variés. Évidemment, certains sont motivés par l'argent qui est en jeu, mais on en trouve également avec des motivations sociales. Randy est l'un de ces cultivateurs. L'histoire de ce Floridien d'origine illustre bien l'effervescence présente dans la communauté. Quand je suis né ici, c'était pour faire de l'argent. Je voulais commencer ma vie avec quelques centaines de milliers de dollars en poche, plutôt qu'avec une famille et des dettes hypothécaires. C'était une façon pour moi de faire ce que j'aime faire, de vivre pleinement et d'être heureux à ma façon. Mes raisons ont changé soudainement l'année dernière. Ce n'était plus pour l'argent, c'était pour le mouvement, pour l'élargissement de la conscience. C'était pour inaugurer le début d'une nouvelle ère, une ère de liberté, pro-choix. Si t'aimes l'herbe, et ça fait du mal à personne. Je pense que ça peut être dangereux pour certains caractères. C'est comme ça pour tout dans la vie. Comme moi, par exemple, je supporte pas l'alcool. Ça me fait penser à mon père. Sous l'effet de l'alcool, je deviens chamailleur et je cherche à me battre. Il faut essayer la marijuana. Je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais ceux pour qui ça marche très bien.
For those of us that it works for, it works extremely well. Et de pouvoir mettre de côté les pilules et l'alcool pour les remplacer par des plantes, c'est magnifique. J'ai jamais décidé de faire pousser du pot, mais je savais que je devais m'en aller dans une place vraiment zen, dans une place où, à l'extérieur de la ville, je pouvais plus habiter en ville. Puis je voulais juste me retirer de la société. Puis je suis tombé là-dessus. Ouais, je suis venu ici avec pas grand-chose, puis petit à petit, à force de pousser des plus grandes plantes à chaque année, je me retrouve avec tout ça. Je m'occupe de tous ces jardins-là. En Californie, peu de cultivateurs offrent des concentrations de THC précises sur leurs produits. Par contre, la forte compétition les oblige à offrir un produit de haute qualité et à se démarquer des autres par des variétés exclusives et particulières. C'est fou parce que le monde, genre, il expérimente de plus en plus avec les différentes variétés. Puis ça, c'est comme, ça pousse pas dans la nature, ça, sauvagement. C'est comme, c'est une variété complètement par une sélection artificielle. Mais, c'est que le monde, il aime tellement ça, tu sais, quand ils fument leur joint, puis ils sentent genre la pigna, là, ils sont comme, ils capotent, là. Par exemple, cette plante-là, disons, c'est une Alaskan Thunderfuck. C'est une autre variété, Jack Herer. C'est nommé après son inventeur. Ils ont toutes une fragrance différente. Les spécialistes, je sais pas, tu peux vraiment rentrer dans toutes les odeurs de fruits. Puis les différents... comme, ça peut sentir vraiment beaucoup le pain, ou ça peut sentir le bois, puis même la viande des fois. C'est important aussi, tu sais, de faire fumer le pot au monde avant qu'ils l'achètent. Puis souvent, vraiment, la plupart du temps, le monde, ils recherchent des buzz forts parce qu'ils en veulent beaucoup pour leur argent. Ils veulent du pot boosté, là. Ils veulent du pot fort qui buzz beaucoup longtemps. Ça sent tellement bon. Tellement bon. Au Canada, le gouvernement est le seul fournisseur offrant du cannabis sur lequel la concentration de THC est indiquée, ce qui est un avantage majeur. Mais nombreux sont les patients qui n'apprécient pas le produit. Les installations de la compagnie Prairie Plant Systems, l'unique fournisseur de cannabis du gouvernement canadien, sont situées dans une mine abandonnée du Manitoba et ne produisent qu'une seule variété de cannabis. Le contrôle de la qualité de la marijuana que nous fournissons aux Canadiens qui en font la demande est une responsabilité partagée entre l'entreprise Prairie Plant Systems et nous-mêmes à Santé Canada. Quand on dit que la marijuana fournie par Santé Canada est de haute qualité, c'est qu'elle adhère à des normes très strictes de conformité au règlement et aux normes du ministère, mais aussi c'est qu'on sait que la marijuana, elle a une performance assez constante. Il y a une constance dans les résultats que nous obtenons. Les gens qui s'achètent cette marijuana de Santé Canada peuvent savoir que c'est fiable. La plupart des patients ne sont pas satisfaits de la qualité. Ils ont soit que c'est pas assez fort ou s'ils vendent juste une variété. Donc on peut voir aussi comment c'est présenté. Donc vous, est-ce que vous vendez de ce cannabis-là ici? On a déjà eu de ce cannabis-là sur le menu, puis personne n'en achetait. Donc on l'avait fait pour faire le test et on a réussi à mettre la main dessus, mais c'était pas un produit qui intéressait nos clients. Oh, c'est une plante au complet et ses racines mis dans une blender, irradiée, une plante médicinale, irradiée, et après ça, donnée aux patients. Ça goûte, oh, c'est dégueulasse. Comparé à du vrai cannabis, et c'est, je m'excuse, c'est pas du cannabis médical. Pas du tout.
Les deux systèmes sont très différents. Au Canada, les patients qui voudraient faire usage de la plante n'y ont pas toujours accès. Le processus est long, aride et complexe, alors qu'en Californie, l'accès est très facile, ce qui crée plusieurs débordements dans le secteur récréatif, ainsi qu'une compétition féroce et parfois malsaine. Je me suis alors demandé si la légalisation de la substance permettrait une réglementation plus adéquate, à la fois pour les patients et les utilisateurs récréatifs. Le cannabis et la consommation du cannabis ne devraient pas faire l'objet d'un interdit pénal, mais plutôt l'objet d'une réglementation. Un peu similaire à ce que vous allez retrouver dans les provinces au sujet du contrôle et de la réglementation de la bière et du vin. Vous pouvez fabriquer du vin chez vous, fabriquer de la bière pour votre consommation personnelle, mais vous ne pouvez pas le vendre pour une raison de santé publique. On veut être sûr que lorsque vous apposez une étiquette sur votre bouteille, c'est marqué bière, mais c'est que de la bière. Et que cette bière-là est salubre. La même chose pour le vin. Donc, vous voyez, la réglementation du produit, pour nous, est importante. J'ai rencontré Lynn Beauchesne, une criminologue de l'Université d'Ottawa qui est une sommité en matière de drogue au Canada. La légalisation change les modes de consommation également. Ça permet d'en parler ouvertement, de dire qu'elle existe, ça permet des contrôles de qualité sur le produit, ça permet de connaître les effets, ça permet d'avoir des concentrations sur les produits. Essayez de vous imaginer que lorsque vous prenez une bière, vous ne savez jamais si elle est à 2, 10 ou 20 %. C'est difficile d'apprendre à consommer un produit quand la concentration n'est jamais égale. Ça fait beaucoup d'inconnus pour apprendre à gérer un produit. Et en plus, que comme il est sur le marché noir, la marijuana, on force la culture avec des produits dont je me sers pour mes plantes pour renforcer la culture, ce qui n'est pas très bon au niveau chimique. Et ça aussi aide pas d'ailleurs les gens qui en utilisent à des fins thérapeutiques. C'est pour ça qu'ils ont besoin de personnes cibles pour cultiver pour eux, pour être sûr qu'on n'a pas mis ces produits chimiques-là dans le cannabis qui sont de plus en plus courants. Si on peut devenir une société qui est plus compassionnée, un petit peu, c'est tout ce qu'on a besoin pour avoir toutes les conditions. Légalisation, réglementation, éducation et médication pour les patients qui ne peuvent pas le fournir eux-mêmes. Si ça devenait légal demain matin, je convaincrais tout le monde de mon entourage de se partir en entreprise puis de faire pousser du cannabis à la tonne. Avec les connaissances que j'ai, avec les bienfaits que je sais que ça l'apporte. Puis si tu me permettais de faire pousser du cannabis, j'en aurais une usine bien pleine. C'est ça que j'aime. J'aime ça faire ça. Je le ferais. Ce que la légalisation permet, c'est donc une réglementation du marché. Il devient alors possible de contrôler la qualité du produit, les points de vente et de faire respecter les limites de la réglementation. Actuellement, les Canadiens restent très partagés sur cette question. Le 2 novembre 2010, la Californie a été le premier État au monde à proposer par voie de référendum la légalisation totale du cannabis. Financée par les grands joueurs du cannabis médical, la proposition 19 attire l'attention du monde entier. Ce qu'elle propose, c'est le droit pour tous de cultiver, d'acheter et de consommer la marijuana, sous certaines conditions évidemment. Le problème, c'est que ces conditions sont beaucoup plus restreignantes que celles du système médical actuel. Les avis sont donc très partagés, car si la proposition passe, ce sera un symbole historique qui fera avancer la cause du cannabis, mais ce sera aussi la fin pour certains commerçants et producteurs. There are 2 hours left in the voting day if you have not made your voice heard. Certaines personnes avancent que des grandes compagnies de tabac, d'alcool et les pharmaceutiques auraient acheté massivement des édifices et des champs, en cas où la proposition serait acceptée. Qu'est-ce que je fais ici en ce moment à San Francisco? C'est la grande soirée, c'est le 2 novembre. C'est la soirée du vote. On est ici à l'Amsterdam, l'Université d'Amsterdam. Puis on va savoir bientôt si le pot va être légal en Californie ou s'il va continuer à être illégal. Simply smokes J's and throws K's. On dit que si la proposition passe, elle sera automatiquement annulée par le gouvernement fédéral.
Mais les activistes californiens ne s'en font pas avec ça. Pour eux, l'important est de mentionner au monde entier que le temps est venu de changer la place du cannabis dans notre société. Et c'est le rôle précis de cette proposition. Après quelques heures d'attente, le verdict a finalement été donné. On a perdu. Ah non. Ils veulent pas de notre argent. Ils veulent pas la taxer. Triste, hein? On va la garder. Même si le gouvernement fédéral américain reste fortement opposé à toute légalisation, la Californie continue à faire pression. En 2012, il y aura 2 nouvelles propositions qui seront passées au vote. Le Canada, lui, est loin de faire pression pour faire avancer la cause. Les peines d'emprisonnement pour production et possession sont de plus en plus sévères et les recherches sur les propriétés médicales du cannabis disparaissent. Mais avec une population qui vieillit et une nouvelle génération politique, il est possible de croire que la place du cannabis dans notre société sera reconsidérée. Il suffit qu'un seul État brise la Convention pour que le reste des États occidentaux suivent le pas. Il ne reste qu'à savoir qui sera le premier à briser ce long et persistant tabou qu'est le cannabis. Croyez-vous voir les conclusions de votre rapport appliquées dans la société canadienne un jour? Des gouvernements qui seront dirigés par les individus de la génération de mes enfants, je suis convaincu, qui vont réfléchir adéquatement à une politique publique qui est beaucoup plus axée vers le respect de l'autonomie individuelle. J'en suis convaincu. Michael continue de fournir les membres de son collectif en cannabis, malgré le flou légal dans lequel il se trouve. Il a récemment dû subir une opération au cerveau pour traiter une tumeur cancéreuse. Quant à Marc-Boris Saint-Maurice, il est toujours en attente de son procès. Il est accusé de trafic de stupéfiants et de complot. Les subventions de recherche du Dr. Ware sur l'utilisation du cannabis pour les traitements de la douleur n'ont pas été renouvelées pour la prochaine année. En ce qui concerne Félix, il a quitté la Californie et a depuis cessé la culture du cannabis. Il croit toujours à la cause et ne laisse pas de côté la possibilité de reprendre la culture un jour. Voilà, c'était Zone Doc. On vous dit à la prochaine. She can hear me in her dreams. Oh, I'm so discreet. Da-dee da-dee da da da-dee dum dum da-dee dum dum da-dee dum da-dee dum da-dee da-dee dum da da.